Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des chaussures tendances de l'automne-hiver 2022. Je ne vous parle pas des bottes et bottines, je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que sinon ça ferait trop long. On va commencer avec un type de chaussure qui est à la mode, qui a été à la mode cet été, qui était à la mode l'hiver dernier, enfin ça a commencé à prendre et là ça s'étend, ça s'ancre, on va dire. Il s'agit des sabots. Et des sabots, quels sabots? En fait, je vous en ai déjà parlé, il s'agit en particulier de la forme Boston de chez Birkenstock. Les Boston, c'est comme des pantoufles, comme des sortes de mules, un peu pataudes, qui ont surpassé les Arizona, qu'on a vu au pied de tout le monde, les influenceuses, les actrices, les hit girls, tout le monde. Et donc, ce chausson d'extérieur, qui évidemment, en termes de tendance, si on analyse un peu les tendances, il arrive juste après le confinement, juste après cette période de Covid, où on en sortait, c'est-à-dire qu'on avait ce côté cosy, où on voulait conserver quelque chose de cosy, de cocon, dans notre manière de nous habiller. En fait, la Boston en 2022, c'est la Hug des années 2010-2005, ok? Donc c'est un cocon portatif, sauf que, comme la Hug, si on la porte en mode nonchalant, en mode cosy ou homeware, on arrive sur un look qui ne va pas être assez, comment dire, impactant. On va avoir quelque chose de très loose et on va avoir vraiment l'impression que la personne est sortie de chez elle en pyjama. Donc, comment porter ce type de chaussons sabots, donc ce type de chaussons qui s'apparentent au Boston, parce que les Boston c'est les Birkenstock, mais en fait toutes les marques ont décliné leur Boston, d'accord? Chez Sœur, chez plein de gens en fait, chez toutes les marques, Mage, machin, tout ça, il y a des chaussures qui ressemblent au Boston, qui n'en sont pas, et qui sont souvent en fait plus affûtées, plus pensées pour être un peu plus jolies. Donc là, il y a deux écoles où on veut le modèle d'origine qui est un peu plus mastoc, un peu plus brut, mais authentique, entre guillemets, d'accord? Ou on veut un modèle qui a été un petit peu patiné par les stylistes, qui a été un petit peu revu et corrigé pour qu'il s'incorpore mieux dans un look de ville. Ça, c'est au choix. Mais de manière générale, ce type de chaussons, des chaussons de ville, en automne, on ne va plus pouvoir les porter pieds nus comme cet été. On va devoir les porter avec des chaussettes, sinon on va vraiment se cailler. Quand vous allez les porter avec des chaussettes, ne les portez pas avec des chaussettes qui ont un petit trou ou qui sont vraiment élimées au niveau du talon ou qui ont 2, 3, 4 ans d'existence, donc qui ont perdu tout moelleux, toute texture intéressante. Non. Si on porte je vais dire des Boston, mais vous savez que ça peut être autre chose. Si on porte des Boston, pour les mettre en valeur cet automne, il faut les porter avec des chaussettes de qualité, des chaussettes impactantes stylistiquement parlant, c'est-à-dire que on veut une chaussette en mohair, on veut une chaussette dans un beau jaune. Vous voyez, si on a tout un look marron, un camailleux de marron, des chaussettes jaune poussin, ça peut être très joli. On veut des chaussettes, donc je vous ai dit moelleuses, elles peuvent être à rayures, elles peuvent être à petits pois. Moi, je n'irai pas vers la chaussette vraiment fantaisie avec Bart Simpson dessus, d'accord? Ça, c'est encore un autre concept. On est là, on serait dans le funky, un peu ringard. On peut le faire, mais il faut l'assumer à fond. Alors que si on opte sur des chaussettes avec des coloris enfin des jolis coloris, un beau lilas, un beau rouille, un beau bordeaux, avec une chaussette en cachemire, etc. Bref, ça upgrade upgrade, ça serait mieux déjà, upgrade la Boston. Là-dessus, qu'est-ce que vous portez? Ben, je vous déconseille de porter tous ces jeans qui vont toucher le sol, qui vont se dégouliner sur le sol, parce qu'on va vraiment avoir un effet très loose et très nonchalant, voire dépressif, voire ça fait 8 mois que je suis en dépression, j'ai pas enlevé mes chaussons, j'ai perdu 15 kilos, donc mon pantalon il descend complètement et je sors les poubelles. Okay, ça, c'est pas ce qu'on recherche. L'idée, c'est d'avoir plutôt des pantalons ou des jeans qui s'arrêtent au-dessus, je vous dis, hein, en mode 7/8e, d'accord? Et de préférence, des jeans
des jeans ou des pantalons un peu larges parce que plus ça va être étroit, plus l'attention va se focaliser sur les chaussures. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut pas que quand on nous voit, on voit que ces chaussons en cuir ou en daim. Non, on veut que ça soit un détail. Et pour que ça soit un détail, il vaut mieux que le pantalon soit un peu large, habille un peu le bas de la jambe, plutôt que quelque chose de rétréci ou de très droit ou de très moulant qui va accentuer le volume des pieds. Et vu que la Boston, elle est un petit peu massive, ça va pas forcément être très flatteur. Donc ça, c'est ça, voilà. Un peu large. Voilà. Pour ce qui est du long, je vous ai dit, on évite le pantalon avachi, le pantalon de jogging avachi. Par contre, si on a un sublime pantalon de costume, pas droit, excusez-moi, pas étroit, plutôt large, qui se casse sur le pied. J'imagine un pantalon de costume bleu nuit avec un joli pli, des jolies pinces, quelque chose de bien, voilà, qui se tient bien, avec un Marcel blanc et un petit gilet vraiment hyper, oui, esprit gilet Agnès B, vous voyez, des années 90, comme ça, et bam, des Boston, c'est bleu marine, donc ça, bah, mettons aussi le pantalon est bleu marine, les Boston marron, le gilet caramel et le Marcel blanc, vous voyez, là, ça peut fonctionner parce que le pantalon n'évoque pas du tout un côté j'ai lâché l'affaire stylistiquement parlant. Après, dans cette famille des sabots, donc on a le type Boston, donc semelle plate avec voilà, donc ce design. Et on a les sabots plus traditionnels, c'est-à-dire avec une semelle en bois et de manière générale plus rigide, d'accord? Avec le cuir va être un peu plus rigide au-dessus et tout ça. Ceux-là, et ils ont un talon un peu plus... ils sont pas tout plats. C'est pas une sorte de semelle plateforme. Il y a un talon. Il peut être plus ou moins grand. Plus il va être grand, plus on va quitter l'univers du sabot un peu rustique et on va aller vers un modèle hybride. Et moi, je suis pas fan parce que je vous dis, dès qu'il y a deux identités qui se télescopent dans un produit, ben, on a du mal à associer ce produit parce qu'il a deux identités, deux ADN. Donc, moi, je préfère un sabot qui a un talon de 4-5 cm max. Et ça, c'est très bien pour aller avec les jupes et les robes. Parce qu'une jupe et une robe, de par leur nature, ils sont souvent assez fluides, assez mouvants, assez mouvantes. Donc, on a quelque chose de potentiellement aérien, de potentiellement liquide, qui va très bien se marier avec la rigidité du sabot. Alors que si on la marie avec une Boston, le Boston est un peu avachi et donc avec la robe, on va avoir quelque chose qui se percute pas assez, d'accord? Ça va être assez mou et on veut pas quelque chose de mou. Donc, si vous voulez tester sur les robes et sur les jupes, optez plutôt pour des sabots un peu rigides, un peu massifs, enfin, les sabots dits traditionnels. Et pareil pour ce style de sabot, allez pas sur le total look country girl ou sur le total look folk suissesse, vous voyez, non. Allez plutôt vers des styles qui ne correspondent pas normalement au sabot. Donc une jupe droite assez stricte, un costume imprimé assez à la Gucci, vous voyez. Là, à partir du moment où on a des univers qui se télescopent, ça devient très intéressant. On n'attend pas les sabots sur ce genre de tenue. Et c'est là qu'il se passe quelque chose comment dire, d'impactant, d'intéressant pour l'allure. Après, de manière générale, ce qui est facile, que ce soit avec les sabots ou avec les Boston, prenez un jean large 7/8e, un Marcel moulant, un blazer pas court, qui arrive au niveau des... Ouais, légèrement en dessous des fesses. Et un bijou 90s. Donc ça peut être des grosses créoles, ça peut être une chaînette ici, un peu style gourmette, ça peut être... Ouais. Ou ça peut être un bijou ethnique. Enfin, un bijou impactant. Parce que le reste, c'est assez minimaliste, à part les sabots. Et ça, c'est une tenue qui fonctionne à fond. Et qui va fonctionner en hiver, en automne, avec les chaussettes dans les sabots ou les Boston. En hiver, là, il faudra mettre des boots. Ok, on sortira un peu de cette tendance sabot.
Après, vous allez voir en termes de sabot beaucoup de OFNI. OFNI, c'est ce que j'appelle des objets fashion non identifiés. Et notamment chez Chloé, où c'est un sabot velu. Donc, ok, donc ils ont dû tuer quelques Yétis pour les fabriquer. Et donc, ce que je trouve dommage, en fait, sur ces sabots-là, c'est que la fourrure est à l'extérieur, enfin, la fausse fourrure, hein, c'est du lainage. Et il n'y a rien à l'intérieur. Donc, on n'a pas ce côté cosy qu'on peut retrouver dans certaines Boston qui sont fourrées à l'intérieur. Et là, c'est juste le paradis du pied. Mais là, c'est juste à l'extérieur. Donc, on va avoir juste le côté visuellement confortable. À l'intérieur, c'est pas confortable. Et après, s'il pleut ou si on marche dans une flaque d'eau, etc., le lainage, il est foutu. Enfin, il est impacté, en tout cas. Donc, ce genre de petites bestioles chousesques, allez les caresser en boutique, mais c'est pas forcément indiqué de les acheter. Ensuite, parmi les autres tendances de chaussures, on a toujours une tendance qui est récurrente parce qu'elle a commencé en début 2022, un peu avant. C'est la tendance plateau. Donc la plateau patin, c'est-à-dire que c'est une chaussure avec donc une chaussure à talons, tac, et au niveau des orteils et de la plante du pied, eh bien, on a un patin qui surélève l'ensemble et qui permet d'avoir une hauteur de talon beaucoup plus haute. Parce qu'en fait, mettons si le talon il fait 18 cm, le patin, on va dire 15 cm, le patin il fait 5 cm, et bien finalement, c'est comme si on avait un talon de 10 cm. Vous voyez l'idée? Donc, ces jolies petites choses que personnellement, je trouve absolument immondes, que ça soit bien clair. C'est pas une nouveauté dans l'histoire de la mode, d'accord? Ça s'appelait des chopines au Moyen-Âge. Ça servait à surélever les personnes. Ça leur permettait d'éviter que leurs robes et que leurs tuniques traînent dans la boue. Et aussi de pouvoir marcher dans la rue et d'éviter que leurs vêtements traînent dans les immondices. Parce que vous savez qu'au Moyen-Âge, les égouts étaient au milieu de la rue et à ciel ouvert. Donc, ça avait vraiment un usage pragmatique. Après, par exemple, chez les Grecs, c'était les acteurs de théâtre, ceux qui avaient les rôles les plus importants, avaient aussi des chaussures comme ça surélevées. On les voyait plus, il y avait une différence de taille, et cette différence de taille indiquait l'importance de l'acteur. Et ils portaient ce genre de chaussures, des chaussures avec enfin des plateaux. Après, on avance, durant les années 70, on en retrouve, et ce dont on se souvient le plus dans notre génération, ce sont dans les années 90, fin années 90, c'est les Spice Girls qui on voit avec des chaussures comme ça, plateau comme ça. Donc elle, c'était le plateau. Hein. Nous, on est plus sur une chaussure à la Bratz. La Bratz, c'est ces poupées très vulgaires des années 2000, parce qu'on est aussi actuellement dans un revival des années 2000. Donc là, c'est pas uniforme, c'est-à-dire qu'il y a un trou entre le patin et le talon. Ces chaussures-là, on les a aussi également beaucoup vues dans les années 2005-2010. C'était Alexander McQueen qui en avait fait des incroyables, des complètement bombés, que j'avais été les voir chez KCD, ouais, c'était ça. Mais les chaussures, c'était des œuvres d'art. Tu n'avais pas envie de les chausser parce que tu te disais, elles étaient reptiliennes, elles étaient très, on aurait dit vraiment des œufs de dinosaures écaillés, très, très spéciales. Mais il y en a qui les ont portées. Daphne Guinness les a portées. Comment elle s'appelle Lady Gaga en a porté. Et quand tu les voyais marcher, tu te disais, mais mon Dieu, attention, elles vont tomber. Et des fois, elles tombaient. Hein. Lady Gaga, une fois, c'était pas avec les McQueen, mais c'était avec des autres, peut-être Vivienne Westwood, enfin des autres comme ça, chaussures hyper alambiquées, hyper compliquées. Dans un aéroport, elle s'est étalée. Enfin, c'est dangereux, ce genre de chaussures. Donc, on a tout ça dans la tête, d'accord, quand on pense à ces chaussures plateforme. Donc, elles reviennent en 2022. Elles reviennent en 2022 et cet été, on a vu beaucoup de filles en porter. Beaucoup de filles en porter et si c'était juste votre voisine, vous n'en aurez rien à faire. Mais c'est des filles qui ont un impact. Donc, c'est la nouvelle femme, la première femme, la femme de Brooklyn Beckham, qui a porté des chaussures plateforme comme ça à patins. Versace à son mariage. C'est particulièrement moche, mais tout le monde a regardé et je ne sais pas combien de followers elle a sur Instagram. Donc, ce genre de parti pris, c'est impactant. C'est impactant parce que les rédactrices de mode se disent « Ok, c'est vraiment très fort », elles vont le mettre dans leurs éditoriaux. Les filles qui regardent, les filles normales se disent « Ah là là, si elle le porte, c'est vraiment que… En fait, c'est joli, même s'il y a une petite… »
voit au fond d'elle qui se dit c'est moche. Non, si elle le porte, c'est joli. Puis après, elle voit une autre fille, elle voit Hailey Bieber en porter. Ils disent, ah, attends, si Hailey Bieber en porte et tout. Et puis, en plus, ça lui va trop bien, elle a des jambes incroyables. Ok, bon. Et puis, il voit aussi Anna Tawai en porter lors du show Valentino qui a eu lieu à Venise. Alors, elle a fait la totale, des patins énormes roses avec une micro-robe. Sauf que regardez les vidéos de Anna Tawai, quand elle marche, c'est compliqué. C'est très précautionneux. Quand elle soulève un pied, on a l'impression que la chaussure fait 15 kilos. Regardez aussi, c'est plus récent, là, c'est Mélanie Laurent qui portait des escarpins à patins assez imposants à la Mostra de Venise. Et à un moment, moi j'ai vu une vidéo où elle se déplaçait, elle devait se déplacer un petit peu rapidement pour aller signer des autographes et elle s'est déplacée comme si elle avait des échasses, vous voyez. Tout ça pour vous dire que ces chaussures, elles peuvent être, on peut les aimer esthétiquement parlant, ça c'est chacun a ses goûts, pas de problème. On peut, comment dire, être en phase avec ceux qui ont créé cette tendance et qui s'appuient sur les envies actuelles de se réinventer, de s'autoriser à s'inventer, de s'autoriser à être une créature. Vous voyez, ça va avec tout comment dire, le fait qu'on voit beaucoup de drag queens chez Netflix, ce genre qui sont mises en valeur. Donc eux, les chaussures à plateforme ou à patins, c'est leur kiff. On a ce truc-là, on a la Barbie là, qui va sortir dans pas longtemps. C'est tout ce truc de la poupée, se transformer en poupée, quelque part avoir le choix, avoir l'envie de le faire. C'est assez paradoxal avec tous ces trucs de MeToo où la femme ne veut pas être objectifiée, c'est ça? Mais d'autres me diront qu'en fait pas du tout, ça n'a rien à voir et qu'au contraire c'est pour être ce qu'on a envie d'être. Peu importe, le fait est que celles qui se sentent, qui ont envie d'arborer ce genre de chaussures, c'est leur problème, pourquoi pas. Sachez simplement que ce sont des souliers qui perturbent la démarche. Et quand ça perturbe la démarche, il suffit de le voir avec les personnes qui ne savent pas marcher avec des hauts talons. Elles peuvent avoir les plus belles loup-boutins du monde, les escarpins les plus chers de chez Net-à-Porter, si elles ne savent pas marcher avec, c'est ridicule, c'est moche. Toute la démarche est perturbée et toute l'allure est condamnée quelque part. Donc, sachez-le que ce genre de chaussures, on marche sans tomber, ça perturbe la démarche. Après, si vous avez vraiment envie, il y a toujours des modèles qui sont moins fous que ceux que vous allez voir au pied des influenceuses, qui ont un patin plus petit, donc un talon plus petit. Et donc, dans ces cas-là, pourquoi pas, elles sont peut-être plus faciles à porter. Essayez-les. Si vous arrivez à vous mouvoir facilement, si vous arrivez à les oublier, alors là, pourquoi pas. Essayez également de faire tomber un stylo et de le ramasser, parce qu'il ne s'agit pas de perdre complètement l'équilibre et de vous étaler dans l'open space. Voilà, ce sont des objets particuliers à tester si vous en avez envie. Si vous n'en avez pas envie, ne vous forcez pas. Voilà. Et donc, évidemment, il y en a chez Valentino, il y en a chez Bottega Veneta, mais aussi chez Jonac, chez Mage. Enfin, il y en a, voilà, vous allez en voir vraiment beaucoup. Et vous allez sûrement en voir dans la rue. Et je pense que vous allez rigoler parce que dans la rue, ça va être le festival de la démarche approximative. Voilà. Après, on a aussi une autre... Alors ça, c'est plus facile, c'est beaucoup plus facile. Il s'agit des mocassins. Pareil, les mocassins classiques de chez Classique, la chaussure que beaucoup de monde a dans son, j'allais dire dressing, mais c'est choosing, je ne sais pas comment on dit pour les chaussures. Bref, le mocassin, ça fait plusieurs saisons qu'il est retravaillé et tout ça. Bon, cette saison, on va avoir du mocassin avec une semelle épaisse, on va avoir du mocassin blanc, mais... De manière générale, on va désirer plutôt un mocassin relativement classique qui aura juste des détails qui vont le rendre un peu moins soporifique. Par exemple, chez Miu Miu, elle le décline en 2 tonalités, blanc et noir. C'est intéressant. Chez Chloé, elle le décline avec une sorte de chaînette gourmette avec un petit cœur. On a après By Far, oui, By Far, ils en ont fait un assez épuré. Alors là, le détail, c'est le fait qu'il soit vraiment épuré, qu'il ait pas de détail. Et
travaille, je ne sais plus, chez Bottega Veneta. Pareil, assez classique pour la marque d'ailleurs, assez surprenant que ça soit aussi classique. Mais quand on regarde bien, on se rend compte que la semelle est verte, le mocassin est noir et la semelle est verte, un vert bouteille. Et c'est assez intéressant, je trouve ça assez subtil, assez... on ne voit pas au premier regard et quand on va s'attarder sur le pied, on va le découvrir. Nous, on le sait, on peut faire un rappel dans notre tenue d'un tout petit peu de vert ou d'une nuance au-dessus ou en dessous du vert. Je trouve ça intéressant. Après, vous allez en voir partout, chez Anthologie, il y en a en faux croco. Ils sont toujours noirs. Oui, il y en a des marrons, des blancs et tout ça, mais majoritairement, la tendance, elle est plutôt au mocassin noir ou bicolore, avec un mort, souvent, même quasiment tout le temps, qui va être plus ou moins bijouté, ou il peut être juste en cuir, mais on aime bien avoir ce détail classique. Et parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que vous n'avez pas besoin d'un mocassin extrêmement original, parce que c'est la manière dont vous allez le porter qui va l'ancrer dans l'air du temps et qui va en faire quelque chose de peu commun. Pour savoir comment le porter, on regarde sur les défilés, c'est pas compliqué. On va par exemple chez Louis Vuitton. Chez Louis Vuitton, comment Giscard l'a fait porter à ses mannequins? Eh bien, il le mixe à une sorte d'ensemble de homewear, qui n'est pas homewear, qui pour aller à l'extérieur, mais une sorte d'ensemble de jogging en grosse maille, assez, qui a l'air hyper cosy, qui est imprimé. Et il le mixe avec des mocassins. Ça aurait pu être avec des baskets, ça n'aurait absolument pas rendu pareil. Ça aurait pu être avec des ballerines, on n'aurait pas du tout eu la même chose. Là, le fait qu'il y ait un mocassin, quelque chose d'assez chic, assez avec une certaine ligne, une certaine structure, avec une maille douce, légèrement ample et douillette, on a un télescopage qui fonctionne très très bien. Donc si vous voyez ces ensembles en maille qu'on voit depuis quelques temps, bah, si vous en avez, n'hésitez pas à les porter avec des mocassins. Après, il le propose également avec un costume, là c'est bleu ciel, bleu fumé, donc un costume de couleur claire. Là aussi, c'est intéressant. Si on a un costume rose pâle, jaune pâle, même abricot dilué. Abricot dilué, ça sera plutôt avec des mocassins marrons. Mais, donc on a ce côté comme ça masculin, chic, mais cette couleur adoucie va être plus féminine. Et le fait de l'associer avec des mocassins, ça crée un duo assez subtil qui est intéressant. Moi, je vous conseille sur ces costumes de les prendre aussi 7/8e, toujours voir un petit peu de peau, le porter le mocassin pieds nus et voir un petit peu de peau parce que ça va alléger la silhouette vu que le costume va être monochrome et qui pourrait peut-être un peu étouffer la silhouette. Après, chez Miu Miu, elle nous propose de porter le mocassin avec des chaussettes assez hautes qu'on fait tire-bouchonner sur le bas de la jambe. Elle le fait porter ou avec des jupes droites en tweed ou en lainage ou mini-jupe. Là, on n'est pas dans le premier degré parce ce qu'elle propose, et c'est très intéressant, c'est de mixer ce trio mocassin, chaussettes, jupe en lainage avec une veste sportswear, donc une petite veste zippée vintage, ça peut être Adidas, ça peut être Nike, ça peut être ce que vous voulez, Go, enfin voilà, voyez, ce genre de veste qu'on trouve en friperie. Et ça, moi, je trouve ça super bien parce que on a la jupe un peu d'Adam, un peu vieillotte. On a le mocassin unisexe, un peu écolier avec les chaussettes. Et on a la touche fantaisie avec le sportswear. Chez Gucci, là, c'est un peu plus compliqué, mais celles qui aimeront. Il le fait porter avec une sorte de pantalon. Là, c'est un imprimé avec Adidas, puisqu'ils ont fait une collab Adidas-Gucci, qui est d'ailleurs intéressante. Mais quand on le voit de loin, on a l'impression que c'est un imprimé ethnique. Donc l'idée qu'on pourrait retenir, c'est d'essayer de porter ces mocassins avec un pantalon droit. Enfin, il ne faut pas que ça soit... pas hyper bouffant, plutôt droit, dans un imprimé avec du wax, vous voyez, ou un truc comme ça. Ça peut, le côté folk, avec ce côté très prépi du mocassin, et à tenter. Même voir une robe en wax, avec des mocassins et des chaussettes. Ça peut être vachement joli. Tout dépend de la robe. Il faut que la robe soit assez occidentalisée, d'accord, avec le wax. À penser.
Et on peut aussi le porter avec des chaussettes blanches. Là, ça fait très Michael Jackson, mais ça marche encore vu que Alessandro Michele nous le propose. Vu que lui, là, c'est comme Eddie Slimane, on ne contredit pas. Avec du cuir, avec un pantalon en cuir 7/8e, avec un jean 7/8e, c'est assez classique et ça fonctionne à tous les coups. Donc n'hésitez pas. Pour faire après un petit point rapide, oui, les ballerines sont toujours à la mode, je suis désolée. Donc on est bien d'accord que c'est Eddie Slimane qui les a remis en vogue il y a quelques saisons maintenant. Là, on regarde chez qui pour savoir comment les porter. On regarde chez Miu Miu, comment elle les fait porter, comment Miuccia Prada les fait porter à ses mannequins avec des chaussettes qui tire-bouchonnent sur la malléole et sur le bas de la cheville. Alors, moi je vous conseille, en fait, si vous avez envie de vous approprier le dress code Miu Miu, c'est d'opter plutôt pour des guêtres que vous enfilerez sur vos ballerines. Ça va éviter d'avoir à enfiler la ballerine avec une paire de chaussettes. Je doute que ça soit très confortable et ça risque d'être un peu épais. La chaussette risque de ressortir un petit peu au niveau du décolleté de la ballerine. Ça risque de faire moche. Donc, si vous aimez ça, le côté ballerine, chaussette, enfin effet chaussette, prenez des guêtres. Ça peut être très sympa. Après, pour le dress code, allez regarder chez Miu Miu ce qu'elle propose. On est sur de la jupe de tennis. On peut être sur du Bermuda. Moi, je trouve ça pas très facile dans la vraie vie. Je trouve pas ça pas très. Si vous avez vraiment envie de porter de la ballerine, moi, je vous conseillerais de la porter avec un jean large, 7/8e. C'est quand même et un sous-pull avec un perfecto ou une petite veste courte. Le côté Miu Miu, c'est ce qu'on propose cette saison, hein, mais c'est casse-figure. Ça peut vite faire écolière de 35 ans. Et ça plaira à certains. Hein. Mais bon. Après, pour finir, on a toutes ces chaussures qui sont très princesses. Donc plutôt des escarpins princesses. Et alors là, ils ont pris en fait le contre-pied total de ce désir de cocooning qui a émergé de la crise du Covid, du truc du Covid. Ce côté où on avait envie de rester chez nous, on n'avait plus envie de s'habiller, où on faisait les conférences Zoom avec bien habillé sur le haut et en fait le bas on n'en avait rien à faire, d'accord? Donc ils ont pris, et là ils se sont dit, attendez, les filles, les femmes, elles vont avoir envie de s'habiller, de fantaisie, de quelque chose de plus sharp, tu vois. Et donc ils nous ont fait des escarpins princesse, mais genre princesse premier degré, quoi, avec du strass, avec du rose post-it, avec du côté du nœud coquard, vraiment le truc girly mais puissance 1 milliard, qui va très bien avec le fait que le film Barbie va bientôt sortir, voilà, avec ce côté vraiment très apprêté, version petite fille modèle qui a abusé des paillettes. Donc, c'est présent, on en fait ce qu'on veut. Moi, beaucoup de gens, j'ai vu sur Insta, sur pas mal de trucs où les filles le portent avec des mini-jupes ou des mini-robes. Et là, on est dans le premier degré. Alors que ce genre de souliers, de chaussures, peuvent être hyper intéressants si on choisit de les associer à quelque chose d'extrêmement sobre. Ils sont tellement, ils foisonnent tellement d'infos, ils sont tellement à fond dans leur style, dans ce côté girly, ils y vont à fond, que les télescoper avec quelque chose d'extrêmement sobre qui, au lieu d'attirer la lumière, l'absorbe, vous voyez, quelque chose de vrai, et bien là, on va avoir un contraste vraiment jouissif. Imaginez, par exemple, cet escarpin que je vous ai montré rose, avec un pantalon de costume bleu marine 7/8e, avec un petit gilet comme ça, donc bleu marine, le pantalon 7/8e bleu marine, pantalon de mec quoi, à pince, le petit gilet bleu marine, col rond, légèrement déboutonné au-dessus, légèrement déboutonné en bas. Waouh, là on a un truc canon, voyez. Et là, le rose n'est plus du tout entêtant, n'est plus du tout too much. Non, il sert son audace, le côté vraiment surdosé côté Malabar.
ils contrebalancent le côté vraiment ultra austère, ultra monacal du reste. Vous pouvez aussi, par exemple, les associer avec une combi utilitaire, vraiment utilitaire, pas revisité, machin, non, une combi utilitaire kaki, avec en dessous un Marcel, et avec des escarpins comme ça, hyper bijoutés. Vous voyez l'idée? Si vous avez envie de ça, faites-vous plaisir. Mais ou mariez-le avec du casual, un jean, un pull col rond en cachemire de mec, donc ça veut dire légèrement ample, à peine, jean droit, court sur la cheville, et des souliers comme ça qui sont bigger than life, et c'est parfait. Donc voilà, pour le petit topo sur les chaussures de l'automne. Donc je vous ai dit, je reviendrai vers vous pour les bottes et les bottines. Après, est-ce que j'avais envie de vous dire un truc pas cool? Non, j'ai même pas envie. Vous voyez, c'est que je suis de bonne humeur, c'est la rentrée, et il n'y a rien qui m'a trop énervée. Par contre, j'avais envie de vous parler d'un tout petit truc qui n'a rien à voir avec la mode, mais qui a plutôt à voir avec soi-même, avec nous-mêmes. Je suis en train de lire ça. Okay. Le titre est affreux. Libérez votre créativité par Julia Cameron. Le concept, c'est-à-dire moi, le genre de bouquin qui va m'apprendre à être créative, je déteste. Mais on me l'a offert, ce livre. C'est Géraldine Dormois qui me l'a offert. Et vu que c'est Géraldine qui me l'a offert, qui est mon amie, je me suis dit que j'allais le lire. Et j'ai été surprise en bien. Vraiment, vraiment. Il y a certaines petites choses qui m'ont vraiment impactée. Et j'ai beaucoup impacté. Il va falloir que je change de vocabulaire. Et j'ai retenu un truc qui m'a marqué et que je voulais vous partager. Qui n'est pas tant lié à la créativité, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir plus de créativité, ça veut dire quoi? Enfin, développer votre créativité, ça m'énerve cette terminologie. Mais c'est l'idée qu'on a tendance à l'artiste ou la personne lambda a tendance à être très dure avec elle-même quand elle fait quelque chose qui sort un peu des clous, qu'elle a envie de faire mais qui sort un peu des clous. Elle ne sait pas cuisiner, elle veut faire un gâteau. Elle a envie de dessiner mais elle n'ose pas. Mais elle va commencer à dessiner un petit truc. Et là, il y a une voix toujours qui dit « Ah, t'es vraiment nul en cuisine, ton gâteau, il va être dégueu. Ah, tu dessines, mais qu'est-ce que c'est affreux ce que tu dessines et tout, c'est dégueu. Enfin, c'est comment te prendre un crayon, mais c'est... Voilà. » Ou elle coupe quelque chose, et puis son ourlet, il n'est pas bien fait. Non, de toute façon, c'est trop nul. Attends, c'est la première fois que tu fais un ourlet, mais t'es pas doué, quoi. Vous voyez ça? Et donc ça, en fait, c'est nous-mêmes qui sommes notre propre démon, et qui, dès qu'on sort de notre zone de confort, eh bien, on se détruit. Et pour un artiste, c'est dès que tu tentes quelque chose, eh bien, tu dis « Ah, c'est nul. Ah, t'aurais pu faire mieux. Ah, un tel fait beaucoup mieux que toi. Ah, bah vraiment, lâche l'affaire. Franchement, tu perds ton temps. Ah, tu pourrais faire un truc plus utile. » Tu vois, ça. OK? Donc, tout ça, toutes ces voix-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles nous rendent malheureux, elles nous font abandonner les choses et elles nous mettent dans une boîte où dans une boîte où on sait faire les choses, mais où il n'y a plus rien d'excitant parce qu'on ne tente plus rien de nouveau. Alors que, si chaque élan, comme ça, une envie de dessiner, une envie de coudre, une envie de sculpter, une envie de ramasser des choses dans la nature et d'en faire un truc, si ça, on le traite comme notre petit enfant. C'est-à-dire qu'on le traite comme quelque chose de fragile, mais avec beaucoup de tendresse. Ça ne nous viendrait pas à l'idée, par rapport à notre enfant, notre neveu, ce que vous voulez, il fait un dessin, et lui dit, donc le dessin, il est comme il est, c'est un enfant, et lui dire « Ah, qu'est-ce que c'est nul! Ah là, les couleurs! Purée, t'as dépassé, c'est pas... Ah là, c'est vraiment... lâche l'affaire, va le jeter ton dessin, quoi. » Non, ce qu'on va faire, c'est... On va voir ce qui est intéressant dans son dessin. On va dire « Oh là là, le soleil, il est hyper intéressant, ton soleil. » On va voir ce qui est beau, et on va lui dire. Et on va passer sous silence les trucs négatifs qu'on pourrait avoir dans la tête. Ce fait que l'enfant, il a quoi? Ben, l'enfant, il a fait quelque chose, et on l'encourage, on a pointé du doigt les choses vraiment intéressantes, et donc il a envie d'en faire un autre de dessin. Et un autre, et un autre, et un autre. Et bien c'est ça qu'il faut qu'on fasse avec nos désirs. C'est qu'il faut qu'on les traite vraiment comme si on parlait à un petit enfant. Moi, par exemple, quand je fais de la poterie, au lieu de me dire « Purée, t'es vraiment nul, mais t'as toujours pas trouvé ton style, mais t'attends quoi ?» Non, je dois me dire « C'est vachement bien, tu t'y es mis. Tu t'y es mis ce matin et t'as réussi à faire ton bol. Il est bien ton bol, il est fin. Voilà, tu vois. C'est ça. Plutôt que de se dire « Oh là là, t'es à chier. » D'accord? Il faut qu'on traite nos envies, nos élans créatifs au sens le plus large du terme, avec bienveillance, c'est même pas le mot, ce mot il est galvaudé. Le traiter comme un petit enfant de 3 ans et demi qui apprend à marcher.
Quand il t'apprend à marcher, tu tombes, tu tombes, tu tombes. Et le père va pas dire « Ah, c'est vraiment nul, tu sais vraiment pas marcher. Pff, tu pourrais te dépêcher, s'il te plaît ?» Non, tu vois. Le père, il va dire « Waouh, un premier pas, ouais, boum. Mais c'est pas grave, t'as fait un pas, tu vois. » Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est essayer de traiter vos envies, vos désirs, comme vous traiteriez un petit enfant qui a besoin de vos encouragements et ça ne vous gênerait pas l'esprit de mal lui parler ou de le décourager. Voilà, je vous embrasse très fort. J'espère que vous allez passer une bonne fin de journée et puis à mercredi prochain. Ciao!